Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble la modification séquentielle pour vous permettre d'obtenir 4 drivers d'injection sur une Megasquirt 2. La Megasquirt 2 d'origine ne possède que 2 drivers d'injection, donc ça va pour de la carburation semi-séquentielle et encore pas sur tous les moteurs. Sur un 6 cylindres, il vous faut 3 drivers d'injecteur et sur un V8, il vous en faut 4 pour faire un semi-séquentiel correct. Donc, qu'est-ce que je vais vous faire? Je vais vous montrer ici une petite photo des modifications que l'on va faire. Alors oui, les modifications vont se faire directement sur la daughterboard de la MS2. Donc sur cette daughterboard, il va falloir que l'on soude des tout petits jumpers. Alors je vais vous filmer du mieux que je peux la soudure des petits jumpers sur la daughterboard parce que c'est vraiment très petit et très délicat. Alors si vous ne vous sentez pas de faire ce genre de modification après avoir vu cette vidéo, je vous conseille de lors de votre commande me faire un petit email et je vous ferai donc vos modifications. En attendant, je vais essayer de vous filmer ça du mieux que je peux. Voilà, donc on va utiliser cette Megasquirt 2, on va la mettre en 100% séquentiel carburant et allumage. Je vais vous faire les deux. Pour l'allumage, il n'y a pas besoin de modification au niveau de la daughterboard, c'est uniquement pour ce qui est injection. Et pour faire du séquentiel, il nous faut un capteur entrée Arbacam. Donc je vais vous montrer aussi comment on fait une entrée capteur d'Arbacam avec une Megasquirt 2 PCB 3.0. On va se servir du circuit à optocoupleur que l'on ne se sert pas normalement quand on fait une injection séquentielle. Et on va faire une entrée capteur d'Arbacam. Voilà. Je vais mettre la caméra de façon à ce qu'on puisse mieux voir sur mon bureau. Je n'utiliserai pas la caméra de bureau au-dessus parce que la résolution n'est pas assez importante pour pouvoir voir les petites soudures que je vais faire sur la daughterboard. Donc vous verrez ça, je vais essayer de vous filmer ça du mieux que je peux et j'espère que vous allez pouvoir voir assez bien ce que je vais faire tout simplement. On va commencer maintenant par démonter la daughterboard de son circuit ici. Il faut faire ça précautionneusement, il ne faut pas forcer de trop. On va prendre la board et la lever gentiment des deux côtés et on va l'enlever de son support. Faites attention, ici ce sont des composants qui sont susceptibles d'être sensibles à l'électricité statique, donc on va devoir faire ça avec douceur et ne portez pas de la laine ou des choses qui sont susceptibles de faire beaucoup d'électricité statique. Voilà. Alors voilà, j'ai enlevé donc la daughterboard de son support. Voilà. Je vais prendre une petite mousse, celle qui est livrée d'origine, fait très bien l'affaire. Donc j'ai pris un petit morceau de mousse pour protéger l'épine de la daughterboard. Voilà. Alors, et maintenant, alors voilà, la modification du firmware extra consiste à souder deux petits jumpers entre la board numéro 4, donc là on a le pin numéro 1 qui est matérialisé par le petit 1 ici, donc on compte 1, 2, 3, 4, entre donc le pin numéro 4 et la première borne de ce petit composant ici U2. Donc on veut souder un film entre la première borne de ce composant U2 et le pin numéro 4. Et ensuite on va prendre le pin numéro 5, 1, 2, 3, 4, 5, et on va souder sur la patte, la quatrième patte, 1, 2, 3, 4. Donc sur la quatrième patte du composant U2, on va souder un petit fil entre le pin numéro 5 et la quatrième patte. Alors c'est des toutes petites soudures, c'est un peu délicat, hein, mais on arrive quand même bien à les faire. Celle-ci elle pose pas beaucoup de problèmes. Pour ces deux petites soudures, je ne vais pas utiliser
d'aspirateur de fumée. Je vais simplement bien ventiler la pièce parce que ce sont des soudures assez délicates à réaliser et il faut vraiment faire très attention, c'est tout petit, hein. Donc c'est pour ça, si vous ne vous le sentez pas, contactez-moi, je vous ferai la modification du firmware extra pour pas cher, hein. Donc je vais tout de suite procéder. Alors, comme ce sont des soudures un peu délicates, hein, aujourd'hui je vais utiliser un petit support de PCB. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais disons ça vous facilite quand même bien la vie. Le PCB ici est très petit, donc en utilisant un support de PCB comme celui-ci, ça vous permet de pouvoir souder sans tenir les composants, sans tenir la petite board là, et franchement c'est très appréciable, voilà. Donc ce que je fais, hop, je la coince comme ça, voilà, hop. Voilà. Ma petite pince à bec, comme la dernière fois, peut servir. Un petit peu d'étain. Voilà. Et ici, une petite pince coupante. Alors voilà. Donc ici, je vais utiliser un tout petit fil. Ça, c'est le fil le plus fin que j'ai en stock. Vous pouvez même utiliser plus fin si vous avez du fil plus fin, parce que ce sont vraiment pas des courants très intenses, hein. C'est du niveau logique 5 volts. Donc ici, on n'a absolument aucune intensité qui passe. Donc le fil le plus fin que vous avez fait très bien l'affaire. Je sais pas si vous voyez sur la photo, je vais vous la remettre. Une photo là donc des modifications qu'on est en train de faire, et vous pouvez voir que les fils sont minuscules qui sont utilisés parce qu'il n'y a absolument aucune intensité dessus. Donc moi j'utilise ces fils là, c'est les seuls que j'ai sous la main, mais vous pouvez même aller bien plus petit sans aucun problème. Voilà. Alors on est parti. Voilà. On peut utiliser ce type de fer pour faire ce genre de soudure. Si on est méticuleux, il n'y a pas de problème. Donc la panne est très fine, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, comme c'est des petites soudures délicates, je vais plutôt utiliser une petite station de soudure, voilà. Avec ma petite boîte de nettoyage de fer. Voilà. Hop. Donc ça c'est une petite station de soudage. Donc ça coûte pas très cher, hein. Vous pouvez même vous acheter ça directement, hein. Ça se trouve un peu partout. Et les pannes sont interchangeables. Vous pouvez avoir des pannes minuscules pour faire de toutes petites soudures vraiment minuscules. Celle-ci, c'est une panne que j'ai retaillée pour qu'elle soit vraiment toute petite sur le bout, histoire que l'on puisse souder correctement. Voilà.
Donc voilà, après avoir étamé la patte du composant et la patte du petit PCB, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 1, 2, 3, 4, donc hop, voilà, mon fil est soudé. Hop, mon fil est soudé. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. 5, 1, 2, 3, 4. Voilà. Je viens de finir de souder le petit fil sur le PCB. Vous n'avez pas besoin de plus. On prend la pince à bec et on coupe l'excédent du fil qui dépasse. Voilà. Et hop. Une première modification du PCB vient d'être effectuée. Je vais maintenant souder le deuxième fil en place. Alors pareil qu'avant. Hop. Voilà. Petite goutte de soudure ici. 1, 2, 3, 4. Une petite goutte de soudure ici, voilà. Je reprends mon petit bout de fil. Voilà, une petite soudure. Et pareil sur le pin. Voilà, hop. Tout a l'air impeccable. C'est bel et bien soudé. Je vais couper l'excédent. Voilà. Donc ça, ce sont les modifications pour les 4 injecteurs. 4 drivers d'injecteurs sur la board, la daughter board de Megasquirt 2. Voilà. Et maintenant, on va en profiter. Je vais poser ça à éteindre mon fer. Hop. Et maintenant, je vais tout de suite en profiter pour vous parler de 2 autres modifications pour pouvoir ajouter 2 entrées donc supplémentaires sur votre Megasquirt qui seront PEO et PE1. Alors PO et PE1, ça sert quoi? On peut s'en servir par exemple pour l'entrée table switch, pour l'entrée launch control, pour l'entrée capteur flex fuel et pour bien d'autres choses encore. Mais ce sont des modifications, l'une PEO, donc ce n'est pas vraiment un problème. Le PEO, il vous suffit de relier la petite pastille donc qui est marquée JP4 au pin numéro 10 de l'autre côté, et par contre l'autre c'est un peu plus délicat. Il faut souder un fil, donc il faut souder un jumper directement sur le petit microcontrôleur de la Megasquirt 2, et le petit fil du microcontrôleur de la Megasquirt 2, c'est vraiment une soudure très très délicate. Les pins sont très très petites, donc celle-ci, à part si vous êtes vraiment un expert en soudure et que vous vous sentez de le faire, vous pouvez le faire, mais moi je vous déconseille, si vous n'avez pas d'expérience en soudure suffisante, de tenter cette modification, car si vous soudez plusieurs pattes du microcontrôleur ensemble, le microcontrôleur ne fonctionnera plus correctement et il y a des chances de le griller. En plus, si vous chauffez trop les pins ici du microcontrôleur, vous risquez de griller le microcontrôleur. Donc cette modification, surtout pour la sortie PE1, donc la sortie PE1, je vous déconseille de la faire vous-même, à moins que vous ne vous sentiez vraiment de le faire, parce que les pins du microcontrôleur sont très très petites. Même moi, j'hésite toujours à le faire, mais il faut bien en passer par là. Si vous avez besoin donc de la sortie PE1, vous êtes obligé donc de souder ce petit jumper. On va commencer par quoi? On va commencer par un jumper entre JP4 et le pin numéro 10, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc entre le pin numéro 10 et le
petit orifice là, JP4, on va souder un fil, et celui-ci ce sera pour PEO, donc la sortie programme PEO, voilà. Alors je vais prendre un petit bout de fil comme ça, hein, de mon petit jumper. Voilà, je viens de souder un jumper entre JP4 et le pin numéro 10 ici. Et ensuite le deuxième jumper, alors là ça va être un peu plus compliqué. Alors voilà, donc pour le fil PE1, je vais vous mettre une image. Donc par ici là, je vais vous mettre une image des fils où il faut les souder, hein, pour que vous puissiez bien voir où il faut les souder. Alors le fil à souder, c'est sur la dernière patte, donc la patte numéro 24. Alors 24, vous avez ici le petit point du microcontrôleur qui est la patte numéro 1, et vous comptez, et vous allez donc vers la droite ici, et vous remontez, et là le dernier pin du microcontrôleur, il faut prendre un fil, de souder sur le pin du microcontrôleur. Donc vous voyez, c'est vraiment ultra petit, et le raccorder au pin numéro 15. Donc là on est à 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc sur le pin numéro 15, entre la patte ici et le pin numéro 15 ici de la daughterboard, il faut souder un petit jumper. C'est une soudure très très délicate, donc ça c'est la plus difficile à faire, hein. Les autres elles sont faciles parce que c'est assez grand, mais là on parle d'une soudure très 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 petite, donc même moi je galère pour ça. Alors bon, vous voyez pas, si vous voyez pas grand chose, parce que là il faut que je regarde de très près. On va refaire un petit jumper. Je vais étamer le bout du fil. Voilà. Il est fait. Donc on a un tout petit jumper. Et maintenant, délicatement, voilà, hop. Alors, il ne faut surtout pas que vous soudiez deux pattes du microcontrôleur ensemble. Donc c'est très petit, un tout petit point de soudure pour vraiment fixer le jumper uniquement ici, voilà, sur la patte. Je vérifie et je l'ai vraiment bien soudé uniquement sur la petite patte à l'extérieur, voilà. Et maintenant il ne me reste plus qu'à souder ça au pin numéro 15. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, hop.
Voilà. Et voilà. Mon jumper est soudé. Voilà. La board, la Daughter Board Megasquirt 2 est maintenant prête à faire du séquentiel. Donc avec les deux modifications de PCB ici sur le composant U2. Donc voilà, on a rajouté donc deux entrées qui sont des digitales, des entrées digitales, donc PEO et PE1, qui sont deux entrées digitales seulement, donc qui peuvent nous servir de switch pour les tables de carburant, pour l'entrée flex fuel et toutes sortes d'autres composants qui ne sont pas à lecture analogique. Voilà. Donc la Daughter Board est maintenant prête. Je vais pas la remettre tout de suite parce qu'il va falloir que j'extrais quelques composants sur la Megasquirt pour pouvoir les remplacer par tout ce qu'il nous faut pour faire du séquentiel. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, et le boîtier de côté. Alors qu'est-ce qu'on va faire sur cette board? Je vais rajouter donc une entrée pour le capteur d'Arbacam. Je vais rajouter un transistor pour le contrôle des vannes de ralenti 2 ou 3 fils. Donc je vais vous mettre une image là de ce à quoi ressemble une vanne de ralenti, donc 2 ou 3 fils. Voilà ce qui est fait. Donc pour ce type de vanne de ralenti, il faut rajouter un transistor de contrôle que j'ai déjà pré-câblé ici. Donc voilà. Donc ça c'est un TIP 122. TIP 122. On va le mettre là sur l'emplacement libre et on va le câbler sur la board ici. Et ça nous permettra d'avoir une sortie pour les actuateurs de ralenti 2 fils ou 3 fils. Ça c'est une première modification. Et ensuite la deuxième modification va nous permettre d'utiliser donc l'optocoupleur, donc l'entrée opto. Donc on va utiliser le circuit d'entrée opto-in pour se brancher sur la Daughter Board et en rajouter un capteur pour l'Arbacam. Parce que pour le séquentiel, il nous faut un capteur d'Arbacam. Voilà. Si votre capteur Arbacam est un capteur à effet Hall, parce que majoritairement ce sont des capteurs à effet Hall qui donc switch à la masse, comme beaucoup de capteurs à effet Hall, vous allez être obligé donc de faire quelques petites modifications au niveau du circuit, donc que je vous ai montré avant, qui est le circuit opto-in, et on va le relier sur l'entrée JS10. Donc JS10, si l'on retourne la board, on voit ici, alors JS10 qui est, voilà, qui est ici. Donc voilà, donc ici vous avez l'entrée JS10, donc de là on va prendre opto out. Alors opto out, donc on va prendre ce plot ici, on va mettre un jumper entre opto out et JS10. On soudera un petit morceau de fil après, je vais vous faire ça tout à l'heure. Et on va commencer par retirer les deux diodes qui sont pas nécessaires. Donc nous on va enlever les deux diodes en D1 et D2 parce que ces diodes ne nous sont pas utiles dans le circuit opto si l'on veut le transformer en capteur donc d'Arbacam. Si je ne m'abuse, ce sont les deux diodes qui se trouvent ici. Voilà, tac, une fois, deux fois, voilà, D1 et D2. Donc vous pouvez les laisser soit comme ça si vous voulez les ressouder un jour. Je pense que vous n'aurez pas envie de les ressouder. Et sinon on les coupe tout simplement. Pas trop ras parce qu'on va se servir des pattes pour souder les jumpers directement dessus. Voilà. Donc on coupe. Voilà, hop, une fois. Voilà une première diode coupée. T2.
Voilà, la deuxième diode coupée. Et maintenant, à la place donc de la diode D1 et de la diode D2, nous ce qu'on va faire, on va mettre des petits fils. Donc on va mettre des jumpers, hein, des petits fils, voilà. Par exemple, ça vous pouvez très bien le faire avec le petit fer à souder standard, hein, ça va très bien. Mais comme j'ai la station de soudure, je vais utiliser celle-ci. Ici, je vais couper mon jumper en deux pour qu'il soit de longueur égale. Hop. Hop. Alors voilà. Et maintenant, je vais mettre mon petit jumper en place. Voilà, une fois. Le deuxième. On peut s'aider de la pince, hein, par exemple, pour mettre le PCB dans un angle qui favorise la soudure. Une fois. Petite goutte de soudure supplémentaire. Voilà. Voilà, impeccable. Voilà, donc mes deux jumpers sont en place. Rectifie un peu la soudure quand même. Hop. On vérifie que rien n'a bougé en dessous. Rien ne se touche. Ah, ok, c'est bon. Maintenant, je vais mettre la sortie Opto-Out sur JS10. La Opto-Out sur JS10. Et maintenant que les jumpers sont en place, il faut encore enlever ici. Donc ici c'est 30, voilà. Donc là c'est 30 pour l'enlever. On va pas se casser la tête, il suffit de couper une des deux pattes. Donc vous prenez votre petite pince coupante, vous coupez une des deux pattes. Et comme ça, si un jour il vous prend de vouloir la ressouder, vous pouvez toujours la ressouder en place. Mais la C30, on n'en a pas besoin. C'est comme ça pour la modification de l'entrée Opto-In en entrée capteur d'Arbacam. Donc on a fait sortie Opto-Out sur JS10. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à connecter l'Opto-In. Donc ici, Opto-In, on va le connecter sur le 5 volts. Alors ici, on a ce qu'on appelle un proto-area. Donc ici, ce sont tout simplement des trous. Vous pouvez mettre des composants et les câbler un peu comme vous voulez. Ici, sur ce pad, on a du plus 5 volts. Donc ce qu'on va faire, on va se relier là. On va le mettre par exemple dans le premier trou. On va faire une soudure entre le premier et le deuxième trou. Et on va connecter dans un trou voisin le fil pour relier au 5 volts. Et on va le mettre dans le Opto-In. Alors le Opto-In, il est là, à côté du Taxel. Donc on va mettre un jumper entre du 5 volts et du Opto-In. Voilà. Alors je vais vous faire ça tout de suite. Donc je viens de relier du 5 volts du proto-area à Opto-In. La sortie Opto-Out sur JS10. Voilà,
sur JS10. J'ai donc mis ici une paire de jumpers à la place de D1 et D2 pour pouvoir avoir un contact direct. Voilà. Ensuite la sortie XG1 qui se trouve ici. Donc elle, on va la brancher, je vais vous le montrer tout de suite. Donc ça c'est une astuce que je vais vous montrer, qui n'est valable que pour une Megasquare 2 dans un boîtier de Megasquare 3. Comme c'est maintenant toutes les Megasquare 2 vont être livrées avec un boîtier de Megasquare 3, vous aurez donc la possibilité de faire cette astuce. Pour les autres, malheureusement, il faudra vous brancher comme vous pouvez à l'extérieur ou alors sur une des sorties spare. Parce que ici, il y a SPR 1, 2, 3, 4, donc vous pouvez utiliser les sorties spare pour vous brancher sur un des 4 connecteurs libres qu'il y a ici à l'extérieur. Donc voilà. Et nous, ce qu'on va faire, donc, hop. Donc nous, ce qu'on va faire, ici avec notre Megasquirt, on va prendre un connecteur DB37 femelle, celui en l'occurrence qui est fourni avec le kit, qui est censé aller là. Mais vous pourrez en acheter d'autres, hein. Ça se vend un petit peu partout, j'en ai sur mon site si vous voulez les acheter chez moi. Et vous allez mettre ce connecteur ici, avec un petit kit de vis de connecteur DB37. Donc ces petites vis vous permettent de visser votre connecteur ici dans votre Megasquirt. On va tout de suite ouvrir le sachet. Le kit est complet et il permet donc de visser le connecteur sur la paroi ici. Voilà. Alors, on prend une vis, on met une rondelle, on met une rondelle frein. Vous n'avez pas toujours toutes les vis qui sont livrées avec, hein. Donc mettez ce que vous avez. Là, les kits sont livrés complets. J'en ai aussi en vente sur ma boutique si ça vous intéresse. Voilà. On va pas les serrer tout de suite au cas où on aurait besoin de redémonter. Et là, je mets un deuxième. Donc avec une rondelle plate. Hop. Avec une rondelle frein. Hop. Et voilà. Je visse le deuxième. Maintenant, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, hop. Je vais revisser le connecteur du bas. Voilà le grand avantage maintenant des Megasquare 2 qui sont livrés avec les boîtiers de Megasquare 3. Donc vous pouvez rajouter ce connecteur supplémentaire. Et on va prendre des jumpers et on va câbler sur le connecteur DB37 supérieur toutes les entrées et les sorties pour notre montage séquentiel. Donc tout ce qu'on aura besoin, on va le brancher sur ces pins. Et petite cerise sur le gâteau, on va utiliser donc la schématique de la carte d'extension MS3X. Comme ça, si un jour vous passez sur une Megasquare 3, vous aurez juste à enlever votre connecteur, vos modules séquentiels, vous mettez votre Megasquare 3, votre MS3X,
et vous upgradez directement sur MS3X et votre faisceau correspondra à la MS3X. Donc quand on va brancher une option ici sur ce connecteur, on fera en sorte de la brancher en lieu et place pour une MS3X. Voilà. Nous allons le brancher sur XG1, voilà, qui se trouve être un des deux trous là, ici. Donc XG1, c'est le trou qui se trouve ici, et on va le brancher, nous, sur le pin numéro 32 de notre connecteur DB37, ici sur notre Megasquirt. Donc voilà, je vais tout de suite prendre un autre jumper. Allez, on va le mettre en noir, celui-là. Hop. Voilà qui est fait. Donc maintenant, nous avons notre entrée capteur effet Hall qui rentre ici, qui ressort donc dans X10 et qui est soudé, donc qui est alimenté en 5 volts par la protoboard et qui passe à travers l'optocoupleur. Voilà. Donc ça, c'est le schéma recommandé pour un capteur à effet Hall qui switch à la masse. Donc il y a d'autres schémas, d'autres explications pour des capteurs à effet Hall qui ont des résistances pull-up internes. Si vous avez un capteur VR, il faut faire un petit circuit supplémentaire pour un conditionneur VR extérieur. Je vais vous mettre un petit schéma ici du conditionneur VR que vous devez installer. Si vous avez un capteur d'Arbacam de type VR, variable réluctance, mais comme la plupart sont des effets Hall et que moi je n'ai jamais monté de capteur VR sur l'Arbacam, j'utilise toujours ce circuit, voilà, tout simplement. Donc maintenant on a un capteur d'Arbacam et on va enchaîner sur notre circuit de régulateur de ralenti. Voilà, donc avec mon TIP 122, je vais vous mettre ici le schéma de câblage pour le TIP 122. Donc vous allez voir ça tout de suite. Voilà. Donc il nous faut en plus une diode 1N4001 pour faire ce montage donc de TIP 122. Donc vous allez voir ça dans un instant. Voilà, ici vous avez une diode, donc une diode 1N4001. Voilà, donc j'enlève la D8. Je vais dessouder la patte. Tout simplement la pousser au travers si elle veut bien. Voilà. Je vais l'attraper par l'envers de la board. Voilà. Donc, notre diode. Hop. Alors, le côté avec la bague de la diode va aller dans l'orifice 12 volts qui se trouve à côté. Hein, et l'autre patte va aller donc sur, quand je tiens mon PCB comme ça, sur la droite. Donc, l'autre patte va aller sur la droite de D8. Alors, on va mettre ça à travers D8. 12 volts, hop, d'abord D8.
Et ensuite 12 volts. Voilà. Voilà, hop. T8 12 volts. Voilà. Je vais tout de suite souder le côté 12 volts. Maintenant, je vais souder le côté D8. Je vais le faire de l'autre côté de la board. Sans brûler les fils, bien sûr, qu'on a déjà mis en place. Voilà. Voilà. On coupe l'excédent des pattes. Voilà. Voilà. Impeccable. Je n'ai pas brûlé les fils. Voilà. Et maintenant, on doit enlever le petit transistor. On doit enlever le petit transistor en Q4. Donc pour ce faire, on va tout simplement couper les pattes. Voilà. Il est jaune, mais ce n'est pas grave. On va pousser des pattes. Et maintenant, c'est le moment de placer notre transistor avec la petite vis qui nous reste ici. Comme vous pouvez le constater, mon T8P 122 est en boîtier plastique. Donc comme il est en boîtier plastique, on n'a pas besoin de l'isoler. Si jamais le vôtre est en boîtier métal, je vous conseille de mettre un isolateur mica en dessous pour qu'il n'y ait pas de contact entre la plaque en aluminium et la carcasse du transistor. Voilà. Alors j'ai oublié de dire, hein, donc moi j'ai pré-câblé donc ce transistor avec 3 fils, un fil de commande et les 2 autres fils donc qui prennent la masse de votre actuateur de ralenti et qui l'emmènent jusqu'à la masse de votre méga squirt. Voilà, donc on va le mettre en place. Voilà. Donc, je vous remets ici
la photo de câblage. Donc le fil 1, chez moi le petit rouge, c'est le fil de commande. Il va se mettre au milieu du transistor Q4. On est parti. Donc le 3 à la base de R39, le 2 sur la base de notre diode. Grâce à cette modification, donc à ce transistor de puissance, on vient de mettre un transistor qui peut faire fonctionner une vanne de ralenti, donc 2 fils ou 3 fils, donc de type Bosch et autres, BMW, tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, on a vu la modification pour le capteur d'Arbacam, la modification pour la vanne de ralenti. On a vu la modification pour tout ce qui est séquentiel, donc sur le PCB Megasquare 2 directement. Et la prochaine fois, hop. La prochaine fois, on verra les petites boards séquentielles de chez Yaban Racing. Donc grâce à ces petites boards séquentielles, vous rajoutez 2 drivers d'injection par board, plus 2 drivers d'allumage par board verte. Voilà. Donc ça, on verra la prochaine fois. La vidéo est déjà assez longue comme ça. Ce sera pour la vidéo suivante. On câblera tout ça, on mettra tout en place et je vous montrerai comment on fait. Oh, il y en a une qui est tombée. Donc je vous montrerai comment on fait pour finir tout ça et pour mettre 4 drivers d'allumage, 4 drivers d'injection 100% séquentiel sur du 4 cylindres avec une Megasquirt 2 ou semi-séquentiel sur un 6 cylindres, donc avec 3 des drivers d'allumage et d'injection. Je ne repasserai pas face caméra, on va en rester là pour aujourd'hui. La vidéo est déjà assez longue comme ça. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, mettez des pouces vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez mettre des pouces vers le bas. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. À une prochaine. Ciao, bye bye.